Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, après avoir vu les bases lors du premier épisode, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, on va aujourd'hui s'attarder sur les principales courses du calendrier et leurs spécificités. Vous êtes prêts? Y avez bien révisé le premier épisode? Alors, c'est parti. Le vélo pour les nuls. Épisode 2. Principales courses et spécialités. On commence par la catégorie de courses la plus connue, les grands tours. Ce sont des courses par étapes, mais qui ont la particularité d'être très longues, plus de 3 semaines de compétition. En figure de proue, on retrouve évidemment le Tour de France, épreuve phare du mois de juillet, qui dicte la saison de nombreux coureurs et équipes. Pour gagner le maillot jaune, c'est simple, il faut être bon presque partout. Le Tour est en effet une des courses qui demande aux coureurs d'être le plus complet possible. Ils doivent maîtriser la montagne et les contre-la-montre, ce qui est normal pour une course par étape, car les écarts se font dans ces deux types de courses. Mais la grande boucle demande aussi de maîtriser la plaine, pour éviter les chutes et les coups de bordure, on l'expliquera une autre fois, et même les pavés pour certaines éditions. Être maillot jaune du Tour demande donc une attention de tous les instants, et une concentration hors du commun. Le remporter est cependant la récompense la plus gratifiante qui puisse exister, surtout aux yeux du grand public. Cependant, ce dernier oublie souvent qu'il existe deux autres grands tours. Le premier se rapproche année après année du niveau du Tour de France. Il s'agit du Tour d'Italie. S'ils n'ont pas la chance d'avoir des pavés, pour le reste, l'exigence est la même, parfois même plus dure en montagne que son voisin transalpin. Petite différence avec la grande boucle, le maillot de leader n'est pas jaune, mais rose, ce qui lui donne un style tout particulier qui ressort au sein du peloton. Nombreux sont ceux qui ont remporté le Tour et le Giro, mais rares sont ceux qui l'ont remporté la même année, les deux courses étant extrêmement exigeantes en énergie et étant proches au calendrier. Le Tour d'Italie se déroule en effet en mai, ce qui laisse tout juste un mois de repos avant le Tour de France. Le dernier grand tour est le Tour d'Espagne, aussi appelé Vuelta. Il est un peu différent des deux premiers, car s'il compte également de la montagne et des chronos, il y a surtout énormément d'arrivées pour punchers. Ainsi, des coureurs comme Valverde, puncher grimpeur, ont pu remporter la Vuelta et y faire de nombreux podiums. À cause de cette particularité, le Tour d'Espagne divise. La majorité dit que c'est le moins intéressant des grands tours, quand certains le défendent ardemment. Toujours est-il qu'il a une place à part dans ce trio magique. Par ailleurs, la couleur de son maillot de leader a beaucoup changé au cours de l'histoire, étant même jaune durant de nombreuses années. Mais il est aujourd'hui rouge, en rapport avec son sponsor Carrefour. Maintenant qu'on a vu les grands tours, passons à la deuxième catégorie de course la plus populaire, les monuments. Mais vous allez me dire, c'est quoi un monument? Eh bien c'est simple. Il s'agit tout simplement de 5 classiques, donc des courses d'un jour, qui sont les plus prestigieuses du calendrier. Je vais les présenter selon la chronologie du calendrier habituel cycliste. Commençons donc par Milan-San Remo. Le principal intérêt de cette course est de savoir si c'est un sprinter ou un puncher qui va remporter la course, car le Poggio, petite montée roulante de 4 km, est idéalement placée pour que les sprinters puissent tenir, mais que l'on voit également des attaques d'audacieux souhaitant finir en solitaire. Cependant, les sprinters, avec leurs équipes, sont en théorie mieux armés. Le scénario le plus courant est alors le sprint. Mais Vincenzo Nibali a prouvé que l'inverse était possible en 2018, en gagnant en solitaire. Et l'an dernier, seul un petit groupe s'est joué la victoire au sprint. La Primavera a donc l'avantage d'être assez imprévisible. Imprévisible, le Tour des Flandres l'est tout autant. Mélange de vallons et de pavés, cette course est très exigeante et peut se jouer loin de l'arrivée, donnant des courses très intenses. Les arrivées en solitaire sont fréquentes et ils sont rarement plus de 5 à se jouer la victoire. Il faut être vraiment fort pour remporter le Tour des Flandres, car l'association des pavés, qui sont très exigeants, avec les vallons, crée une combinaison parfaite pour une course très difficile. Le vieux Quarmont, avec ses 2,2 km pavés à 4,2% de moyenne, est souvent le juge de paix, qui permet aux costauds de s'en aller pour la victoire finale.
Ce fut notamment le cas lors de la dernière édition, où Alberto Bettiol est parti en costaud pour s'imposer en solitaire. Vient ensuite le monument français, Paris-Roubaix. Quand on regarde le profil de loin, on pourrait se dire « c'est nul, c'est tout plat ». Sauf que non, il y a un élément qui rentre en jeu, encore plus que lors du Tour des Flandres, les pavés. Déjà déterminants dans la classique belge, ils sont cruciaux sur la française. L'Enfer du Nord porte bien son nom, tant la course est réputée pour mettre à mal les organismes. Entre chutes, crevaisons et fatigue intense, arriver jusqu'au Vélodrome de Roubaix est déjà un exploit en soi. Les arrivées en solitaire ou en petits groupes sont alors monnaie courante au vu de la difficulté de la course. Surtout, contrairement à beaucoup de courses, tout ne se joue pas sur la fin. Le secteur pavé le plus dur, la Trouée d'Arambert, est par exemple situé à 100 km de l'arrivée, ce qui est juste énorme. En bref, un monument qui déçoit presque jamais, le monument le plus important du monde cycliste. Le quatrième monument est Liège-Bastogne-Liège. La classique belge est parfaite pour les punchers, avec ses successions de côtes courtes et raides. Cependant, c'est une épreuve très longue, 258 km, et usante. L'endurance est une des clés de la réussite afin d'avoir le maximum de fraîcheur en fin de course, notamment pour la dernière montée de la journée, la côte de la Rochefaucon, qui est souvent décisive pour la victoire finale. Il est plus courant de gagner en solitaire qu'en petit groupe, surtout depuis le changement de profil il y a 2 ans. Il faut donc réellement être l'homme fort, difficile de se cacher dans ce genre de course. Le dernier monument, lui, se déroule bien plus tard, presque 6 mois après Liège-Bastogne-Liège. Le Tour de Lombardie vient en effet conclure la saison, en octobre, pour notre plus grand bonheur. La classique italienne a en effet un parcours réservé aux grimpeurs offensifs. Les 3 cols, Ghisalo, Sormano et Civiglio, font désormais partie des meubles, l'enchaînement étant devenu mythique. S'il faut évidemment exceller en montée, être bon en descente est clairement un plus, car ces descentes italiennes sont très exigeantes. C'est en attaquant en descente que Nibali remporte le Tour de Lombardie 2015, pour ne citer qu'un exemple légendaire, tant la descente était parfaitement maîtrisée par l'Italien. En tout cas, le monument italien ne provoque que rarement d'arrivées par petits groupes. C'est souvent un homme seul qui s'impose, ce qui est totalement normal au vu du parcours. Pour résumer, au niveau des courses très importantes, la saison commence dès fin mars avec le monument italien Milan-San Remo qui se joue entre sprinters et punchers. Début avril, c'est la période des Flandriennes, c'est-à-dire des classiques pavés. S'enchaîne alors le second monument, le Tour des Flandres, mélange entre spécialistes punchers et pavés, et une semaine plus tard, le troisième monument, réservé aux spécialistes pavés, Paris-Roubaix. Fin avril se déroule la période des Ardennaises, c'est-à-dire des classiques vallonnés, qui se conclut par Liège-Bastogne-Liège, le 4e monument de la saison. En mai s'ouvre le premier grand tour de la saison, le Tour d'Italie. Presque aussi exigeant que le Tour de France, il n'est pas aussi prestigieux que son homologue hexagonal, mais tend à le devenir. En juillet, le second grand tour, le plus prestigieux et connu à travers le monde, commence. Il s'agit évidemment du Tour de France, Graal rêvé pour de nombreux cyclistes, où la régularité et diversité des compétences priment encore plus que partout ailleurs. Gagner le Tour, c'est être au sommet du cyclisme mondial. Fin août commence le 3e et dernier grand tour, le Tour d'Espagne. Le moins prestigieux des 3 compense avec une particularité bien à lui, sa prédominance d'étapes pour punchers. Les punchers grimpeurs ont toutes leurs chances sur la Volta. Mi-octobre, le 5e et dernier monument, qui conclut plus ou moins la saison, se déroule sur les terres italiennes. Le Tour de Lombardie, cette classique pour grimpeurs, réserve souvent des surprises, car rares sont ceux étant en forme en cette fin de saison. Voilà pour cette présentation rapide du calendrier. Alors évidemment on n'a fait que survoler. On n'a par exemple pas parlé des courses d'une semaine, que sont Paris-Nice ou le Critérium de Dauphiné, ou encore d'autres classiques qui ne sont pas des monuments, comme par exemple la Flèche Wallonne,
l'Amstel ou encore les Strade Bianche. Dites-vous que le calendrier est très dense et très riche de diversité, ce qui fait d'ailleurs la beauté de ce sport. Comme vous l'avez, je l'espère, compris, beaucoup de ces courses sont destinées à un type de coureur en particulier, comme Paris-Roubaix et pour les spécialistes pavés par exemple. Mais certains coureurs ont la chance de cumuler plusieurs spécialités. C'est par exemple le cas de Julien Alaphilippe, qui est un pur puncher à l'origine, mais est capable de sprinter pour remporter Milan-San Remo, monter des cols avec les meilleurs et gagner un contre-la-montre sur le Tour de France. Ces coureurs-là sont plutôt rares dans le cyclisme moderne, mais forcent le respect par leur faculté à s'adapter à tous les terrains. Voilà, c'était une présentation simplifiée, mais néanmoins intense, des principales courses du calendrier et de ce qu'il faut comme faculté pour les remporter. Au moment où sort cette vidéo, en 2020, la crise du coronavirus fait que le calendrier est chamboulé, mais j'espère que cette vidéo sera valable pour les années à venir. Si vous avez la moindre question ou le moindre retour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse en description un questionnaire pour savoir si vous avez bien tout compris à cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, évidemment que je répondrai à vos questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout partager cette vidéo, ce sera un soutien énorme pour moi. En plus, si cela peut permettre à d'autres néophytes de découvrir le cyclisme, alors on serait tous gagnants. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.